Dans ce carnet, tu trouveras l'ensemble des cartes que tu m'as envoyées tout au long de ces 3 années. J'ai voulu qu'elles accompagnent mon histoire sur le front, qu'elles jalonnent désormais ces pages comme elles l'ont fait en me parvenant durant ces années passées loin de toi. Elles furent ta présence lors de mes moments de solitude, elles furent mon réconfort lors des journées sombres, elles furent la lumière qui venait effacer mes nuits de cafard, elles furent celles qui me rapprochaient de notre village, de notre maison, elles furent toi, alors qu'elles étaient placées sur mon cœur, dans la poche de ma veste. Tu as toujours su trouver ces cartes avec des scènes qui me rattachaient aux jours anciens, avec des enfants qui me faisaient revivre tous ces moments passés auprès de toi, avec des aquarelles si colorées qu'elles me faisaient oublier la grisaille des tranchées, avec des garçons et des filles qui me prenaient par la main pour te rejoindre à Scratchback. Lorsque je rentrerai, lorsque la guerre sera terminée, nous y ajouterons mes lettres qui faisaient réponse à tes cartes, à tes propres lettres, lorsque tu me racontais tes journées avec notre petit Wilfried, la vie à l'arrière dans notre village, si loin des tranchées.
1er avril 1915, devant Villeneuve-Saint-Germain. Notre offensive de janvier 1915 sur la côte 132, Crouy et le plateau de Vrogny n'était pas parvenue à repousser totalement l'ennemi de l'autre côté de la rivière Aisne. Des troupes françaises continuaient d'occuper un secteur sur la rive droite au nord-est de Soissons, celui du quartier Saint-Médard et du faubourg Saint-Va. La ligne de front traversait le quartier Saint-Paul au sud-ouest de Crouy. Le 1er avril 1915, j'avais été appelé avec d'autres camarades brancardiers et des infirmiers afin de transporter du matériel dans un poste de secours que des pionniers venaient de construire sur les bords de l'Aisne, devant Villeneuve-Saint-Germain. Il restait encore quelques madriers à poser au-dessus de l'entrée avant que l'on puisse déposer notre matériel à l'intérieur et que les infirmiers aménagent la salle de soins. En attendant, nous nous étions installés dans les décombres d'une maison bombardée du quartier Saint-Paul. Et de cet endroit, légèrement surélevé, nous pouvions apercevoir la passerelle qu'empruntaient les troupes françaises pour franchir l'Aisne, entre Villeneuve-Saint-Germain, au niveau de la pompe hydraulique, et Saint-Médard. Alors que nous avions porté le regard vers cette passerelle, 2 hommes venant des rives de Villeneuve-Saint-Germain s'étaient dirigés vers le milieu du pont et y avaient pris position. Nous avions pensé qu'il s'agissait de 2 passeurs venus prendre leur service, car peu de temps après, un nombre important de soldats ennemis, sur 2 rangs serrés, avaient traversé la rivière sur ce pont fait de planches posées sur des barques. Ce devait être une relève. Le passage de tous ces hommes, pressés d'aller se mettre à l'abri sur l'autre rive, avait rendu soudainement la passerelle des plus instables. Le mouvement des barques d'avant en arrière rendait le passage hasardeux, voire risqué et dangereux, et créait un roulis pour les planches. Les 2 passeurs avaient-ils été bousculés par des soldats perdant l'équilibre, ou bien eux-mêmes avaient-ils perdu leur équilibre? Nous ne pouvions le voir de là où nous étions positionnés. Nous n'avions vu que leur chute dans la rivière et les autres soldats qui ne se sont pas arrêtés pour leur porter secours. L'auraient-ils voulu? Qu'ils ne le pouvaient. Chargés qu'ils étaient de leurs sacs, de leurs cartouchières, de leurs baïonnettes et de leurs fusils. Pour eux, plonger à l'eau, c'était la noyade assurée. Il fallut donc attendre que 2 autres passeurs qui assuraient le service sur les rives de l'Aisne, libres de leur mouvement, montent dans une barque et partent au secours des 2 malheureux. Et bien que nous nous trouvions à 700 ou 800 mètres du lieu du drame, nous avions pu deviner que c'était, hélas, 2 noyés que leurs camarades remontaient dans la barque. Pour nous était venu le temps de rejoindre le poste de secours et d'en terminer l'aménagement, puis de regagner Montgarny. Sur le chemin du retour, je m'étais remémoré cette phrase que m'avait dite un soldat le matin, lorsque nous attendions dans la tranchée de pouvoir entrer dans l'abri. Depuis la fin de l'offensive de janvier, le régiment connaît des jours heureux dans ce secteur calme. À Villers-la-Fosse.
Après les villages de Juvigny et de Chavigny, nous nous étions rendus à Villers-la-Fosse. Nous avions été surpris de trouver à l'entrée du hameau, encastrés dans le talus au bord de la route, 6 petits chalets en bois, au toit plat et fleuri, avec une porte et une seule fenêtre, et avec en avancée pour les uns un jardinet et quelques plantes, pour les autres une sorte de balcon et une rambarde faite de branches de bouleau. Très certainement averti de notre arrivée, un soldat en armes montait la garde à l'entrée du cantonnement, tandis que d'autres soldats, au repos, étaient postés sur le pas de la porte de leur logement. Pour un instant, dans ce hameau au fond de la vallée, avec les fusils et les casques accrochés au mur ou reposant sur des étagères, avec ces soldats qui avaient abandonné leur tenue de combat, nous pouvions oublier, pour quelques instants seulement hélas, la guerre. Dans cette vallée éloignée de quelques kilomètres du front, seul le bruit sourd des explosions nous parvenait. Nous avions retrouvé le chant des oiseaux.